à toutes, bonjour mesdames. Donc, merci de nous rejoindre au premier débat Zoom, les rendez-vous des belles dames. Aujourd'hui, consacré à la représentation des femmes dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, on aura l'occasion de débattre avec les différentes intervenantes qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est avec Marie-Ange Thébault, puisque Cynthia a quelques petits soucis de santé, donc on n'a pas pu, on a préparé le débat ensemble, mais on n'a pas pu le réaliser ensemble, malheureusement, pour cette période de Covid n'est pas forcément évidente pour tous. Donc, Marie-Ange va participer avec moi donc, pour pouvoir débattre sur ce sujet-là. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un premier rendez-vous pour ces belles dames, une émission initiée par Jennifer Pelage qui est avec nous ce soir et Cynthia qui, ma foi, n'a pas pu être là parce qu'elle a des petits problèmes de santé, Covid oblige. Donc, je me vois ici, Marie-Ange Thébault, fondatrice du Festival Mémoire de l'Humanité, festival de films. Je me retrouve donc dans cette émission avec toutes ces femmes qui sont là pour parler de la place des femmes dans les industries cinématographiques et de l'audiovisuel. Elles vont chacune se présenter à leur tour, mais en tout cas, la première question, c'est quelle place pour les femmes dans ces industries? Quelle image de femme y est véhiculée entre stéréotypes et clichés, trop souvent encore? Pourquoi les choses évoluent-elles aussi lentement? Et comment atteindre une réelle parité et une représentation authentique et fidèle des femmes et de leur réalité sur nos écrans? C'est donc de tout ça dont nous allons débattre. Alors, mesdames, qui d'entre vous bonjour Véro, donc Véronique Mucré-Rouvray-Rollis, qui est une actrice, réalisatrice, productrice, donc originaire de la Martinique. On a aussi avec nous Marie-Noëlle Euseb, qui est actrice militante pour la promotion des femmes dans le cinéma. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes. Est-ce que Laurence Lascari est là? Oui, je suis là. Ah, voilà. Bonjour Laurence. Donc, enchantée, parce que nous, on ne se connaît pas de visu. Ouais. Donc, merci de ta présence avec nous. Alors, mesdames, qui d'entre vous peut-être, on peut commencer par Marie-Noëlle. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour, Marie-Noëlle Euseb, comédienne, originaire de la Guadeloupe. Très ravie d'être avec vous. Nous aussi, on est ravis de t'accueillir, même si ce n'est pas en présentiel, mais le cœur y est. Le cœur est là. Donc, voilà. qu'est-ce que tu aurais à dire? Tu peux nous en dire un petit peu plus, Marie-Noëlle, sur ton parcours, sur qui tu es? Oui, alors donc je suis comédienne, ça fait à peu près 40 ans que je travaille, de moins en moins pour la caméra, je continue à être là avec le théâtre et justement, en effet, je suis extrêmement touchée qu'on puisse débattre ensemble de cette question de la visibilité et de la manière dont les choses évoluent. Moi, je suis là ce soir vraiment pour parler aussi de la situation, de la posture, de la position des femmes matures, parce qu'on est dans une société où le jeunisme est triomphant et le monde de l'audiovisuel, le cinéma en particulier, met le focus beaucoup sur les jeunes comédiennes, sur les jeunes actrices. Or, nous sommes bien là. Et la puissance qu'on arrive à acquérir, la maturité arrivant est un plus. Et c'est un phénomène de société qu'on peut en effet déceler, remarquer. L'absence de femmes à partir de 45-50 ans sur les écrans, un petit peu plus peut-être à la télévision, plus de femmes présentes, mais pas beaucoup au cinéma. Et c'est un phénomène de société en fait. C'est pas seulement une réalité audiovisuelle, c'est un phénomène sociétal que, tandis que les hommes sont, je dirais, poussés, idéalisés, mis en valeur
quand ils atteignent 50, 55, 60 ans. On a tous vu des comédiens qui étaient des jeunes premiers, un peu sympas, mais beaucoup plus attractifs que ça ou pas vraiment talentueux. Et quand ils atteignent 45, 50, ça y est, les tombes argentées, la carrière éclate. Je pourrais citer une dizaine de noms, toutes ethnies confondues. Or, les femmes ne sont pas là. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir pour parler de ça. Et c'est plus que mon expérience, c'est essayer de trouver des solutions et parler aussi des combats qui se mènent, notamment au sein de l'AFA, Actrices et Acteurs de France Associés, qui est un collectif, une association d'acteurs, d'actrices. Et au sein de ça, on travaille sur une commission qui s'appelle le Tunnel des 50. Donc, on aura l'occasion peut-être d'en parler un petit peu plus tout à l'heure. Très bien. À qui le tour maintenant? Je voulais vous dire, c'est par rapport justement à ce que tu viens de dire, Marie-Noëlle. Je pense que j'ai toujours pensé ça. La première chose qu'il faudrait faire, c'est d'avoir des femmes qui écrivent plus. Il faut des femmes qui écrivent pour des femmes. Il faut des femmes qui produisent aussi des films où où les femmes sont représentées. Et je pense que tout vient de l'écriture et de la production. Si on est beaucoup plus nombreuses à écrire, à produire, à montrer nos films, il y a un moment donné, on est obligé de nous voir. Voilà. Je suis pour ne plus attendre. Voilà, Est-ce que tu peux avoir les moyens de produire? Oui, voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, je suis Véronique Trérou-Véronis, je suis auteure, réalisatrice. Avant, j'étais comédienne. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, moi, de toute façon. Donc, je pensais que c'était un amusement, moi, ce métier. Voilà, Joséphine Baker, l'Olympia, tout ça, c'est extraordinaire. Et là, à cette époque-là, il n'y avait pas cette différence et hiérarchie. Les artistes, c'était les artistes. Les artistes étaient tous ensemble. Les plus grands artistes pouvaient aller dans la loge des petits artistes et vice-versa, quoi. Donc, en fait, moi, je n'ai pas connu ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et tu as raison, il y a vraiment cette différence entre la femme jeune, la femme moins jeune, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même la possibilité de faire des films et de les écrire. Voilà, tout vient de l'écriture. Le cinéma, ça passe d'abord par l'écriture. Il faut qu'on écrive, il faut qu'on les emmerde, il faut qu'ils reçoivent sans arrêt des films où il y a justement des femmes noires qui sont là et qui vivent, voilà, comme nous, on vit, voilà, on est des femmes, on vit, on est amoureuses, on est, voilà, on est juste des femmes dans la vie de tous les jours avec toutes les émotions qu'a un être humain, voilà, mais il faut les bombarder, il faut les emmerder, il ne faut pas attendre, et je pense qu'il ne faut plus, comment dire, leur laisser le choix? Oui, leur laisser le choix, voilà, parce qu'en fait, la différence, par exemple, on parle beaucoup des Américains. Moi, il y a une femme que j'adore qui s'appelle Shonda Rhimes. J'ai vu sa masterclass. On me l'a offert, sa masterclass américaine. Et c'est une femme qui écrivait. Voilà, elle écrivait, elle était ni mieux ni pire que les autres. Elle a écrit pas mal de films et tout. Et un jour, elle a eu l'idée de faire un film où il y avait vraiment le plus de gens qu'elle connaît, et puis comme ses frères, ses sœurs, ses amis, etc., qui sont de personnes qui viennent de toute nationalité, de toutes origines, on va dire. Et voilà, elle écrit donc son premier, sa première série. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand elle l'a présentée à la chaîne, je crois que c'est NBC, je crois, je ne sais plus exactement, quand elle a présenté à la chaîne, cette femme-là n'avait jamais produit de sa vie. Elle n'a jamais réalisé de sa vie. Elle était juste une auteure qui a une idée de mettre des comédiens de toutes origines, des comédiens américains de toutes origines, et la série a fait un succès. Ah merde, ça m'énerve, excusez-moi, j'ai dit ça. Mais c'est aux États-Unis, quoi. Oui, c'est Shonda Rhimes, voilà. aux États-Unis. Voilà, les États-Unis, c'est quand même pas la même logique qu'en France. On peut faire la même chose. Peut-être que Laurence peut nous donner un peu son regard, puisque c'est la plus jeune. Oui, qu'elle se présente et qu'elle nous parle, oui. Alors, je suis Laurence Lascari et moi, je suis productrice. Donc, c'est bien, on continue à avancer dans la chaîne oui. des différents métiers. Et j'ai créé il y a 12 ans une société qui s'appelle De l'autre côté du périph'. Ah, oui. Avec cette idée, cette envie de justement mettre à l'écran des récits
des personnages qui sont sous-représentés. Donc, c'était vraiment tout de suite, au-delà de mon envie de produire des films et de voilà, mon désir de pouvoir contribuer à mettre à l'écran de belles histoires, j'avais aussi à cœur de changer les choses et aussi d'utiliser cet outil qui est formidable, qui est le cinéma. Et puis, on peut aussi parler des écrans de manière générale pour pouvoir insuffler quelque chose dans la société et répondre à ce manque que j'avais, moi, ce manque que j'ai eu en grandissant de ne pas me voir, ou lorsque je me voyais, c'était beaucoup à travers des séries américaines. Voilà, moi, j'ai grandi avec le Cosby Show. Exactement. C'était un des rares programmes où on Will pouvait voir de la Cosby, diversité. comment dire, Will Smith, tout, enfin, je veux Voilà, dire, c'est ça. tout, c'est vrai que ça a été nos références pour les jeunes des années 80, fin 80-90. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de références américaines. Ouais. Et c'est pas toujours, on a du mal à avoir finalement des représentations françaises en tant que femme. Tout à fait. Même si y en a, mais on a du mal à. Il faut qu'on réfléchisse à deux fois pour pouvoir. Donc, en France, les femmes sont sous-représentées? Non, mais je peux, pas tout à fait quand même. On était quand même du côté des producteurs. Il y a quand même quelques femmes qui sont aujourd'hui des producteurs. Et donc, moi, j'ai été productrice pendant, pendant 30 ans. Productrice, mais des documentaires, essentiellement des documentaires sur Gaïa et sur France O. Et donc, des documentaires consacrés à l'environnement. Moi, je rejoindrais, alors, j'aurais été beaucoup plus proche de Moma Interman si elle avait été présente ce soir, enfin aujourd'hui, mais parce qu'on faisait davantage le même travail et c'est plus les événements que l'on relaie que la mise en scène de notre propre personne, qui est important dans ce cadre-là. Donc, on ne se préoccupait pas de la vision. J'en reviens au discours de la première intervenante. C'est vrai qu'aujourd'hui, le jeunisme passe un peu les écrans. D'ailleurs, si Gaïa s'est arrêtée, c'est parce que France 5 a demandé à ce que ce soit interprété par quelqu'un, que l'environnement, comme c'est aujourd'hui le cas par Hugo Clément, puisque c'est lui qui a repris un peu cette case environnement, et il faut quelqu'un qui fasse un peu du Nicolas Hulot, voilà, et les femmes sont pas faites pour ça, donc voilà, et on a toute une, en fait, là c'est plus une image de la femme qui disparaît, mais c'est toute une capacité à voir le monde du point de vue féminin qui disparaît parce que on n'est pas obligé d'obéir aux critères qui sont les critères des directeurs de chaîne, qui sont des critères très masculins. Voilà. Et les directeurs de chaîne sont souvent des hommes. Et les directeurs de chaîne sont toujours des hommes. Oui, mais c'est le problème. Plus maintenant, du puisque pouvoir. Nous avons une directrice pour le pôle Outre-mer, en tout cas, nous avons une directrice. Donc, c'est une femme. Après, peut-être attendre les résultats de son travail, mais jusqu'ici, c'est vrai qu'on a peu affaire à des hommes. C'est le problème du genre qui ressurgit, hein, le mâle, celui qui a le pouvoir, celui qui peut dire l'information, celui qui peut diriger. Et maintenant que les femmes prennent leur place, il est très, très, très difficile de s'imposer, en fait. Je pense que justement, c'est ça notre problème peut-être en tant que femme. C'est on a eu l'habitude toujours d'être en arrière tout le temps. Et je crois qu'il y a un moment donné, il faut commencer à se dire, OK, bien sûr, on est dans un monde d'hommes, ça c'est évident, ce sont les hommes qui dirigent et on en a toutes subi les conséquences. Et en tant qu'actrice, j'en ai subi les conséquences aussi. Parce que je ne voulais pas du tout être la petite actrice qui couche à droite, qui couche à gauche pour essayer d'avoir des choses, pour répondre gentiment, etc. Et tout. C'était pas ma personnalité, je pouvais pas. Donc, et c'est vrai que
pour des fois devenir actrice, c'était difficile à l'époque, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui, mais il fallait toujours se soumettre au bon vouloir de ces messieurs. Hein. Donc, moi, j'ai dit non. Voilà, c'est ça, j'ai dit non, c'est hors de question, je suis une artiste, je suis une créatrice, je veux que mon travail passe par ma création. Voilà. Et ce n'est pas parce que je suis une femme que je dois m'empêcher d'être totalement créatrice. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'il y a des hommes qui vont m'en empêcher que je ne vais pas essayer quand même de le faire jusqu'au bout. Et je pense que nous devrions nous regrouper parce que nous sommes trop isolés. Bien sûr, c'est difficile. On sait que c'est difficile. Tous les hommes, eux, ils ont une perception des femmes. Voilà, la femme procréatrice, la femme séductrice, la femme jeune qui va pouvoir leur faire des enfants, etc. On est quand même toujours dans ce cadre-là. On n'est pas des personnes à part entière qui sont juste des êtres humains. Voilà, ces messieurs, ils n'ont pas cette problématique de se dire, je ne sais pas où j'en suis là maintenant, ils n'ont pas cette problématique-là. Mais nous sommes des femmes et nous sommes des êtres humains et nous sommes plus que ça encore. Quand on est créatrice, c'est vrai que c'est difficile parce qu'en tant que femme, après on a des enfants, on s'occupe des enfants, etc. Mais eux n'ont pas besoin de ça, ça c'est sûr. Mais nous, en tant que femmes, il faut se dire, on n'est pas toutes seules, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de créer des choses ensemble, on a besoin de se regrouper. Mais il existe, non, des collectifs de femmes pour, je dirais, dans ce secteur? 55 ans, j'aimerais beaucoup aller voir ces femmes-là parce que j'aime bien le travail qu'elles font, c'est absolument admirable. Laurence Lascaris, je pense que tu fais partie d'un collectif, c'est ça, de femmes On en parle justement, c'est le collectif 50-50, dont je suis coprésidente. Et je tiens à dire que ce n'est pas réservé aux femmes, même si on est largement, dès qu'il s'agit de questionner la parité, etc., les femmes sont largement surreprésentées, mais on est également ouvert aux hommes. Est-ce que, par exemple, ça serait possible de pouvoir, par exemple, se regrouper et créer des choses vraiment qui fait que le travail qu'on peut faire peut être diffusé sans avoir l'approbation de quelqu'un d'autre qui va dire bah, c'est pas comme ça qu'on doit écrire, c'est pas comme ça qu'on doit montrer les femmes après 50 ans, ça marche pas. Est-ce qu'on peut trouver, je sais pas, peut-être ensemble, une façon de pouvoir diffuser et de montrer ce qu'on fait? Que les femmes... Déjà, je crois qu'il faut écrire aux hommes pour leur dire ça suffit maintenant, il faut nous laisser écrire. Nous ne sommes pas des objets et nous sommes capables de prendre le pouvoir, d'écrire, de réaliser et d'être nous-mêmes sans qu'il y ait besoin d'être paternaliste avec nous en fait. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, mais qui c'est qui, au final, qui c'est qui nous empêche? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous, on n'est pas du tout, c'est tout petit, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais on a créé un média digital, donc sur Facebook, sur le net, sur les réseaux. On s'applique entre femmes à essayer de monter des projets et à les réaliser, à les concrétiser. On est là aujourd'hui à débattre donc, sur certains sujets. Qui c'est qui nous empêche en fait de faire les choses? Peut-être est-ce parfois nous-mêmes être notre propre ennemi et de s'empêcher de se réaliser, mis à part effectivement les contraintes qu'on peut avoir. Voilà, souvent les hommes n'ont pas effectivement les mêmes contraintes que nous par rapport aux enfants, par rapport à la famille, etc. Mais après, c'est une histoire d'élan, de volonté et d'envie aussi, parce que souvent, entre nous, les femmes, on n'est pas toujours très sympa. Donc, pas toujours, je dis bien. C'est pas, voilà, je veux dire, on ne va pas généraliser. Mais après, je pense que c'est une histoire d'envie et d'élan, c'est-à-dire de le faire, de s'y mettre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc, tu viens de mettre le doigt sur le fait que les jeunes femmes qui ont une famille, des enfants, il est beaucoup plus difficile pour elles, comme dans tous les autres métiers, hein, il est difficile pour ces jeunes femmes d'avoir une vie professionnelle. Donc, il faudrait qu'elles puissent maintenant travailler de chez elles, faire du télétravail, écrire. Et le plus difficile, c'est de trouver les financements. Donc, il faudrait mettre en place
un collectif de soutien, d'entraide pour nous aider les unes les autres à nous affirmer et à réaliser ce dont nous avons envie de réaliser. Ah oui, c'est Marie-Noël Euseb, Marie-Noël. Oui. Tu es encore là? Oui, je suis là. Je ne te vois pas, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de toute cette… Est-ce que ce sont des problématiques, ce sont des choses que toi, tu as rencontrées, enfin, je veux dire, dans ta carrière? Moi, je ne peux pas parler de la production parce que je ne me suis jamais positionnée dans cet axe-là. Voilà. Mais je crois réellement que les choses bougent. Je crois réellement qu'il y a des femmes qui écrivent depuis des années. Ah oui, mais oui, qu'il y a une volonté d'écrire, qu'il y a une volonté de produire. C'est peut-être timide, mais ça existe véritablement. On voit bien aussi qu'il y a des mouvements qui commencent à apparaître. Je pense à ce manifeste de ces comédiennes, Noir n'est pas mon métier, qui ont monté les marches du Festival de Cannes. On voit bien là que ce brassage, que ce soit Firmin Richard, France Zobda, qui est toujours comédienne et qui est productrice, et Loa Prod, qui tend vraiment avec son mari à produire des fictions qui font bouger les lignes, où on voit des sujets qui touchent toutes les franges de la société, et avec des acteurs antillais, africains, enfin vraiment à chaque fois ça fait un tabac. Donc il y avait France Zobda, il y avait Aïssa Maïga, Nadège Bossondiagne, vraiment ce sont des femmes qui, et puis des beaucoup plus jeunes que je ne connais pas, dont je n'ai pas forcément retenu le nom, mais voilà, ce panel de filles entre 30 et 70 peut-être, elles ont donc décidé de taper du poing sur la table et puis de dire, de dénoncer la manière dont les castings se passent, la façon dont les personnages sont pensés, en revenant à cette réalité qu'on est souvent employé quand on est une comédienne noire par rapport à un stéréotype. On n'est pas un personnage en tant qu'être humain. Vous n'avez pas le droit à tous les rôles, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, elles se sont insurgées, elles ont manifesté, elles ont monté les marches de Cannes pour dénoncer ça. J'ai vu cette semaine un très, très beau documentaire qui passe sur Canal+, mais qui va passer sur TV5 aussi, Regard Noir, d'Aïssa Maïga, où elle fait un documentaire hallucinant, magnifique d'intelligence, où elle se balade, alors elle dénonce tout ce dont on parle ce soir. Aïssa Maïga est quand même la seule, avec Firmin aujourd'hui, qui a un impact sur le cinéma français. Voilà. Et cette femme, elle est magnifique, elle a 45 ans. Quand on l'entend raconter ce qu'elle a traversé, ce qu'on a vécu nous aussi, Véronique, voilà. Je ne pense pas non plus qu'il faille tomber dans la caricature absolue que les comédiennes qui arrivent à faire une carrière sont des filles qui ont la cuisse légère. Mais en tout cas, moi, je peux simplement dire que le chômage est l'apanage de ma vertu. Parce que clairement, si j'ai fait du théâtre, c'est parce que très très vite, j'ai vu les raccourcis qu'on m'offrait, qui étaient encore une fois dus à la vision objectisée de ce que j'étais quand j'avais 25, 26, 30, 35. Voilà. Et moi, ce n'est pas du tout mon truc. Donc, j'ai fait plus de théâtre et je me suis épanouie en tant que comédienne. Mais quand on voit la société aujourd'hui, je reviens vraiment là-dessus, parce que c'est une réalité, une femme majeure sur 2 à 50 ans et plus aujourd'hui dans la société française. Et ces femmes, elles sont là, elles existent, et elles parlent toutes de ce plafond de verre, tout secteur confondu, de cette façon dont on les empêche d'exprimer leur puissance, leur intelligence, alors qu'on voit bien que ça prend quand même du temps d'arriver à savoir qui on est, de prendre confiance en soi. Alors peut-être plus encore pour les femmes noires, mais je ne crois pas. Je pense réellement qu'il faut du temps pour se construire et pour réaliser son potentiel. Or, à 50 ans, une fois justement qu'on a fait le tour de beaucoup de choses, on est à l'apogée de ce qu'on peut donner, et hop, tout à coup, justement, c'est le moment où, au cinéma, à la télévision, les femmes disparaissent. Elles disparaissent. Parce qu'en général, on considère que la femme qui a plus de 50 ans, eh bien, c'est la ménagère à la maison et qu'elle doit y rester. Non, mais c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce que vous disiez au départ. Un homme qui a les tempes blanches, il a une place immédiatement sur les plateaux et tout de suite, c'est merveilleux. Une femme, dès qu'elle a 50 ans, elle passe plus les lumières qui lui sont imposées sur les plateaux, où on ne fait pas attention à elle suffisamment
pour la soigner en termes de lumière, hein, et à ce moment-là, elle devient quelqu'un de compliqué sur un plateau. Et c'est vrai que ouais, je voudrais finir là-dessus parce que je trouve que c'est très important. Tout ce que vous disiez sur atteindre une certaine maturité, c'est offert aux hommes et c'est pas offert aux femmes. Pour parler en tout cas de la société et pour parler des problèmes de la société. Et c'est d'ailleurs, on le voit en politique, c'est pareil en politique, exactement. Ça n'est pas seulement le problème de l'audiovisuel, ou c'est partout pareil. Et pourtant, les femmes mûres ont des choses à apporter et des regards. Alors, j'irai sur un deuxième plan sur lequel on n'est pas allé, qui est beaucoup plus le regard que l'on donne de la société. Et c'est là que les femmes qui écrivent et les femmes qui produisent peuvent jouer un rôle. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui dévoiler des pans de société qui n'ont pas été dévoilés et que les hommes méconnaissent totalement. Voilà, ne voient pas. L'avenir, quand on a parlé par exemple de l'avenir des générations futures, moi j'ai travaillé beaucoup dans l'environnement et je sais qu'on avait une vision de l'avenir en tant que femme qui était bien plus inquiet, mais pas catastrophiste, mais bien plus inquiet que les hommes, qui étaient beaucoup plus en court terme. Mais parce qu'on savait que les enfants qui auront 20 ans, enfin, qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'on ait enfin une émission sur les jeunes? Donc, c'est vraiment le problème du regard des hommes et du regard des hommes mûrs qu'il faut changer. Enfin, pas seulement le regard des hommes. Je veux dire, quand on demande une subvention, par exemple, pour une aide à l'écriture ou dans d'autres domaines, il y a toujours une limite d'âge. Au-delà de 25, 30 ans, 35 ça, ans. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi, oui. Mais il y a quand même des limites d'âge. Moi, j'ai jamais eu de limite d'âge, en tout cas pour les financements ou de documentaires proposés aux chaînes ou de documentaires au CNC. Jamais. C'est la qualité. Oui, mais parce que vous aviez déjà le pied dans une maison de diffusion, parce que maintenant, il faut absolument être C'était moi, pas du tout. J'étais productrice. J'avais aucun pied dans aucune maison. J'étais journaliste de presse et écrite et je suis ensuite arrivée avec un projet qui était un projet de documentaire sur l'environnement. J'avais aucun pied dans la télévision française. Aucun. Non, mais il faut avoir un diffuseur pour être financé. Mais c'était sur un diffuseur qui a diffusé à partir d'un projet. Donc, c'était. Il y a toujours cette histoire de confiance aussi. Oui, et puis de qualité. Attends, on te demande aussi de savoir ce que tu dis. Oui, mais les choses se resserrent de plus en plus. C'est pas toujours la qualité qu'on retrouve à la télé. On laisse de plus en plus la place aux personnes qui ont déjà une télévision ou qui travaillent déjà dans une équipe. Il est très difficile pour les jeunes de percer. C'est vrai. Ça a été difficile pour toi, Laurence. Raconte-nous un petit peu ton parcours, justement, en tant que femme et en tant que productrice. En tant que productrice peut-être noire, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer, toi, je dirais, Laurence Lascari? Alors, je peux déjà commencer par dire que être productrice ou être producteur, c'est un métier qui, en soi, est difficile. C'est un métier de résilience, c'est un métier où on essuie beaucoup d'échecs avant de pouvoir se faire un nom dans la place. Donc, je vais commencer par déjà dire que c'est un métier qui est difficile. Est-ce que mon parcours a été particulièrement difficile? Je pense que oui. Je pense que si on m'avait dit ce qui m'attendait avant de me lancer, je n'y serais peut-être pas allée parce que c'est vrai que de créer sa société quand on n'a pas, le réseau, quand on débarque et qu'on a tout à prouver, c'est vraiment pas évident. On est sur des métiers qui reposent beaucoup sur la confiance. Donc c'est comment la créer, comment arriver à pouvoir rassurer les diffuseurs, les distributeurs. C'est un peu comme le syndrome des boîtes de nuit, en fait, quand on dit que c'est réservé aux habitués, mais comment est-ce que si on ne vous laisse jamais entrer, vous allez pouvoir un jour devenir habitué? Donc c'était un peu à ça que je me suis confrontée.
Et puis, j'essaie de trouver, enfin, de créer mon propre écosystème pour pouvoir avancer, pour pouvoir me créer une famille professionnelle. Donc, ça a commencé par un marché de programmes. Je crois que c'était Véronique tout à l'heure qui se disait, oui, mais comment se créer des espaces, etc. Moi, l'idée que j'avais eue au bout de 2 ans d'activité, quand j'ai vu que je pouvais envoyer les meilleurs projets, de toute façon, j'avais peu de chances qu'ils soient lus pour plein de raisons et toutes les contraintes qui vont avec. Mais c'est vrai que les chargés de programme ou autres vont plutôt voir la nouveauté comme un risque plutôt qu'une opportunité. Et en fait, C'est la France. oui, c'est vrai. On pourrait élargir ça à d'autres choses. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé un marché de programmes pour les jeunes producteurs. Donc ça, c'était en 2000. La première édition a eu lieu en 2011. Et ensuite, c'est devenu une association, la Fédération des jeunes producteurs indépendants. Et c'est comme ça que on a pu se fédérer entre jeunes producteurs avec les mêmes problématiques et dans l'idée de coopérer. Donc, ce qui n'est pas forcément évident quand on se dit que chaque producteur est concurrent, voilà, qu'on était concurrents les uns des autres. Mais l'idée, c'était de se dire, au contraire, si on est capable de se regrouper, eh bien, ça fera avancer chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, cette fédération existe toujours, je ne la préside plus. Et donc l'idée, c'est de professionnaliser, c'est de créer des opportunités. Donc voilà un peu comment ça a commencé. Les femmes productrices, on est sous-représenté. La production, c'est quand même un métier d'homme, ça le reste encore aujourd'hui, puisque suivant qu'on soit dans le cinéma ou l'audiovisuel, c'est autour de 22% de femmes productrices. Donc, on 22% de encore. femmes productrices en France. Ouais. Et sur des sujets peut-être qui concernent les femmes ou des sujets, je ne sais pas si c'est sur des sujets qui concernent les femmes, mais en tout cas, moins il y a de budget et plus il y a de femmes. Voilà ce que je veux dire. Donc, on a quand même des grandes productrices comme José Dayan, mais c'est vrai qu'on a quand même des femmes productrices qui sont des femmes. C'est comme s'il y avait un trou. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui vient d'être expliqué est juste. C'est le démarrage d'une production, c'est dur, c'est long, c'est un écosystème, c'est tout ce qui vient d'être dit. Et puis, il y a une espèce de trou. Et puis, après, on voit réapparaître des femmes comme Agnès Varda, comme José Dayan, etc., qui ont passé un cap, qui ont passé ce cap de l'âge et qui se sont imposées d'une autre manière. Et là, on n'est plus nombreux, là. Pardon ? C'était une autre génération. Voilà. Moi, je fais partie plus ou moins de cette génération. C'est-à-dire que le CNC, ce n'était pas du tout une maison de production. Le CNC, c'était des découvreurs de talents, des nouveaux. Ils cherchaient des auteurs. Moi, combien d'amis qui ont eu l'avance sur recette et qui étaient premiers assistants ou alors qui étaient simplement auteurs et voilà, puis ça se passait comme ça. Aujourd'hui, il faut des rendements, c'est très très difficile parce qu'il faut toujours montrer patte blanche en fait, quoi qu'il arrive. Mais il y en a plus aussi. Il y a aussi beaucoup plus de lucarnes, il y a aussi beaucoup plus de débouchés. Alors, il y a moins d'argent, il y a plus de problèmes, il y a plus de gens qui veulent faire ce métier. Oui. Enfin, c'est. Mais je ne sais pas si on peut comparer. Les techniques ont changé aussi. Les moyens techniques. Les techniques ont changé. On ne peut plus comparer parce qu'avant, c'était soit en 16, soit en 35. Donc, on travaillait vraiment avec des professionnels du cinéma. Les productions nous aidaient beaucoup puisqu'on allait chercher des grosses bobines. Ils nous donnaient des chutes. Donc, on faisait tout le tour des productions dans le 8e et ils nous donnaient des chutes. Voilà. C'est comme ça qu'il a fait son film, Lelouch. Quand il n'a plus de pellicule, et ben, il est passé. Il a eu que le noir et blanc et il a eu un prix à Cannes. Voilà, c'était tellement différent. Aujourd'hui, en fait, le problème de nous en tant que femmes du cinéma, c'est l'argent. On ne peut pas faire un film sans argent. Il faut trouver l'argent. Donc, c'est pareil pour tout le monde, hein. Le problème de la production, c'est le financement. La production, etc. Mais le problème, par exemple, c'est que si je vais aux États-Unis, il y a des gens qui ne font pas partie de l'État, qui vont, des investisseurs qui vont dire j'adore ton film, je veux le produire, etc. Voilà, j'ai des amis, ils sont allés aux États-Unis, ils ont même rencontré un gars dans un magasin, et tu fais du cinéma, etc. Il a produit son film. Je veux dire,
Ça il y a t'a quand fait même d'autres ouvertures que le CNC. Oui, c'est une autre mentalité. Il faut absolument On est obligé de passer par le CNC, on est obligé de passer par des gens qui au-delà. nous disent c'est bien ou c'est pas bien votre travail. Nous, en tant que femmes, c'est vrai, et avec toutes mes amies auteurs, puisque je suis à la SACD avec plein de copines auteurs, elles sont des filles extraordinaires qui écrivent des histoires avec des femmes et magnifiques, elles se représentent et tout. Elles ont une écriture magique. Des fois, quand elles écrivent, elles sont obligées d'être avec un homme pour que ça puisse réussir. C'est très rare, par exemple, que ça soit 2 femmes ou une seule femme. Il y en a qui arrivent, bien sûr. Je ne dis pas qu'il y en a pas. Légitimer. La majorité, c'est ça. Elles ne peuvent pas être toutes seules pour écrire quelque chose. Il faut qu'elles aient l'approbation d'un homme avec elles. Voilà. Et elles ont des scénarios magnifiques. Alors moi, je me suis penchée, au bout d'un moment, on discutait tout ensemble et tout, et je me suis dit, comment on pourrait faire? Alors, on peut bien débattre et tout pendant des heures et des années, puisque franchement, ces débats-là, je les connais depuis pratiquement 10 ans, depuis que je suis revenue du Canada. Donc, en fait, au Canada, c'est très différent. Au Canada, on arrive, on propose un projet. Moi, j'ai proposé des projets là-bas, et puis ils m'ont dit oui. Et puis après, ils s'en fichent que ça soit un homme, une femme, etc. C'est le projet qui compte. Voilà. Donc, on s'est retrouvés tout d'un coup, voilà, à la télévision. On croyait qu'on allait rencontrer juste une personne qui allait après la hiérarchie. Non, il y avait le patron de la chaîne, il y avait tous les autres là. Nous, on est arrivés dans une grande salle. Les gars, ils nous ont dit, bon, ok. Puis après, quand on a fini, ils voulaient savoir un peu comment on allait faire. Et quand on a fini, ils ont dit, on vous appelle dans la semaine. Dans la semaine, ils ont appelé, il faut le faire la semaine prochaine. On a une semaine pour le préparer. Une semaine. Et les gars, ils ont fait confiance. Voilà. Donc, le problème ici en France, c'est qu'on n'a pas la culture du oui ou du non. On a la culture du peut-être. Et cette culture du peut-être est là pour pourrir en fait les projets et laisser pourrir en fait. Je trouve que c'est vraiment souvent on a des projets qu'on dépose et on vous dit que c'est dans les tuyaux, enfin on laisse pourrir ou on vole le projet. Et au final, eh bien le temps passe. Et puis, vous n'avez pas une vraie réponse. En fait, je trouve que ça aussi, ça fait partie d'un mal français. C'est de ne pas être franc du collier et on vous dit oui, on sait que vous pouvez y aller. Non, et ben voilà, vous vous arrêtez. Mais le peut-être, c'est quand même assez. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais véritablement, moi, j'ai trouvé ça très, très pesant. Il arrive aussi que le projet soit volé et puis remanié. Oui, et puis on retrouve une idée originale de certaines personnes qui n'ont pas été à l'origine. Mais bon, je veux dire, je ne vais pas monopoliser la parole. Est-ce que sur ces sujets-là, peut-être, il y a envie Alors, on va avancer un peu, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on en est encore là? Bon, j'ai ressenti quand même selon les dires là que ça bouge, que les jeunes femmes prennent leur destin en main, écrivent. Il faut aller au-delà de ce besoin d'être toujours à côté d'un homme pour réussir. Donc, quelles vont être les solutions? Quelles vont être les solutions pour demain? Ailleurs, trouver des moyens de diffusion ailleurs. Je me suis penchée là-dessus, justement. J'y ai beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai trouvé une solution. On ne va pas en parler là, hein, on pourra en parler en catimini. Je pense avoir trouvé une solution. Il faut juste avoir du monde pour travailler dessus, parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Mais c'est un travail qui peut arriver qui peut être très très bénéfique. Il faut y réfléchir dessus. Il faut avoir des personnes compétentes qui puissent analyser. Bon, moi, j'ai commencé à travailler dessus, mais toute seule, je ne peux pas. C'est un énorme travail, je ne peux pas. Et je pense qu'il y a vraiment des moyens possibles de diffusion, parce que à partir du moment où il y aura une liberté, une vraie liberté de créativité, de création, d'écriture, et qu'en tant qu'artiste cinématographique, on va pouvoir s'exprimer. Et en tant que femme noire, c'est très important et c'est primordial, parce que quand on est auteur, on a envie de raconter
ce qu'on vit. On a envie de raconter ce qu'on est, on a envie de raconter les gens avec qui on est, et c'est pas pour se fermer totalement, c'est parce qu'on a simplement envie de raconter des choses, comme les Noirs américains, ils ont envie de raconter des choses, les Brésiliens aussi, ils ont envie de raconter des choses. Quand on fait partie d'une certaine famille, on a envie de raconter aussi ce qu'on a vécu, ce que nos parents ont vécu, on a envie de raconter des histoires, voilà. Et on n'a pas envie de se dire dans ces histoires, ah ben non, j'ai vu une comédienne magnifique, tiens, Marie-Noëlle Ozet par exemple. J'ai pensé à toi, tu sais, pour quelque chose, il n'y a pas très longtemps. J'avais pensé à toi, je me disais, oh là là, elle serait parfaite dans ce genre de rôle et tout. Et puis voilà, et puis après, je me dis, mais comment faire? C'est ça, comment faire? Ce serait une série. Mais on a besoin de femmes, il y en a plein des comédiennes. Moi, j'en connais plein des comédiens, des comédiennes qui sont formidables, ils ont du charisme, ils sont beaux, elles sont belles, elles ont du talent, elles réagissent très très bien, elles font du théâtre. Il y en a beaucoup qui travaillent en Allemagne parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des bons rôles ici. En Allemagne, il faut le faire quand même. En Allemagne, ils ont un super rôle. Moi, j'aimerais bien. Donc, je me suis dit, il faut trouver des moyens de diffusion qui fait que on peut enfin sortir nos films et qu'ils ont une réelle légitimité avec le CNC. Il faut que ça soit reconnu par le CNC dans les salles, les exploitants. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est reconnu dans les salles et que le décompte c'est compté comme quoi c'est des entrées qui ont fait, eh ben, le cinéma, après, peut exister. Tant qu'il n'y a pas de salle, tant qu'il n'y a pas d'entrée, le cinéma ne peut pas exister. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut qu'on soit un petit peu plus avec la monnaie. Il faut qu'on travaille un peu plus avec l'argent. Bien sûr, avec le cœur. On travaille avec le cœur. Nous, les femmes, en général, on travaille le cœur. On travaille beaucoup avec l'intellect et tout. Les gars, eux, ils travaillent tout le temps avec l'argent. Ils ne pensent qu'à ça, le rendement. Est-ce que ça va faire des sous? Est-ce que ça ne va pas faire des sous? Voilà. Nous, au niveau de la créativité, on s'est dit ça. C'est vrai, ça. Et on a oublié une chose. Il faut que parce que j'ai découvert quelque chose. Véro. Je vais vous raconter que nous, normalement, le cinéma, c'est les femmes qui l'ont créé. Voilà, c'est grâce à Alice Guy qui a fait son premier film. Et après, Hollywood, elle est partie à Hollywood, il n'y avait que des femmes. Et personne n'en voulait du cinéma de fiction, personne. Et c'est les femmes qui ont créé le cinéma, c'est les femmes qui ont inventé le scénario, c'est elles qui ont écrit les premiers, parce que comme les acteurs muets, ils parlaient, ils disaient n'importe quoi, ils se sont rendus compte que le public se rendait compte qu'en fait, ils disaient n'importe quoi. Alors, il y a une Alice Guy, elle s'est dit, oh, bah tiens, je vais écrire le scénario. Elles ont écrit le scénario, c'est les premières à faire des films incroyables, des films de toutes sortes. C'était les premières aussi aux États-Unis à travailler, à faire des films avec des Noirs, rien que des Noirs. C'est les premières qui ont monopolisé le cinéma. Et quand il y a eu la récession, les hommes ont dit, tiens, on n'a plus de travail, on les a tous mis à la porte. Alors que les femmes, pendant 30 ans, elles ont créé totalement le cinéma, toutes les histoires qu'on les raconte à ce moment-là. Et c'est extraordinaire. Oui, alors, je suis passionnée par ça parce que je sais que tu es une passionnée. C'est pour ça que je dis, on nous a enlevé le cinéma, reprenons le cinéma, parce que le cinéma, c'est nous au départ. Ils nous ont dit pendant 14, les femmes faisaient 14 bébés, etc. C'est sûr que quand tu as 14 enfants, tu ne peux pas t'occuper du cinéma, c'est impossible, trop fatigué. Tu disais quelque chose, Marie-Noëlle? Comment? Non, je croyais que à un moment, je t'ai vu J'écoute cette énergie avec beaucoup d'enthousiasme. Non, mais c'est vrai, parce que de toute manière, moi, je considère qu'on ne peut pas empêcher qui que ce soit de faire ce qu'il a à faire. Oui. Ça prend le temps que ça prend. Oui. Mais quand on est animé d'un désir et d'une passion, on trouve le moyen, on trouve toujours le chemin pour faire. Il faut trouver la passion. Oui, oui. Parce que je pense que si on est toutes passionnées, si on se dit plus « oh là là, il nous empêche, oh là là, ceci, cela », si on s'en fiche, si on n'a qu'un but, si on a juste le but de se dire on va faire du cinéma, parce qu'on aime ça, le cinéma, parce qu'il y a tellement de gens extraordinaires qu'on ne prend pas leur créativité, ils sont là, ils meurent d'ennui, ils crèvent dans leur coin, c'est pas possible. Je rencontre tellement de gens extraordinaires qui sont tous malheureux, des jeunes, des moins jeunes, ceux qui ont déjà fait leur vie, ceux qui voudraient faire leur vie dans le cinéma. Eh ben, j'en rencontre tellement, puis alors on est là, on se dit « ah, mais comment c'est possible ?» L'argent. Trouvons l'argent, voilà, faisons, diffusons, montrons, voilà, et ceux qui sont, s'ils sont pas contents, ben, ils viendront pas voir, et le public viendra voir, parce que le public, lui, il sait, il a envie, le public, il a envie de nouveautés. Moi, j'entends les gens partout, ils disent, oh là là, c'est toujours les mêmes qu'on voit, c'est nul, le cinéma français, etc. C'est les gens, hein, c'est le public, moi, j'en dis rien, hein, parce qu'ils en ont marre, voilà.
Et il y a tellement de belles choses, de belles dames qui sont là partout. Et ben, mettons-nous ensemble, créons des choses ensemble. C'est ce qu'elle faisait au cinéma, au temps du muet. C'est ce qu'elle faisait. Elles s'aidaient toutes les unes les autres. Elles faisaient des films magnifiques. Elles faisaient tout. Et c'était extraordinaire. Reprenons le cinéma. Mais d'après ce que dit Laurence, elle y arrive avec son collectif. Peut-être la nouvelle génération est peut-être plus solidaire sur cette nouvelle façon de faire, non? Je ne sais pas si on y arrive. En tout cas, avec le collectif, c'est vraiment ce qu'on appelle un action tank. Et je pense que ce qui nous différencie peut-être de tout le travail qui a pu être initié auparavant, parce qu'on s'inscrit aussi dans une continuité de tous les mouvements et de toutes celles et ceux qui ont œuvré pour plus de parité et d'égalité au sens large. Peut-être que ce qui nous différencie, c'est vraiment d'être un action tank, c'est-à-dire que notre but, c'est de proposer des mesures correctives d'inégalité. La manière dont on travaille, c'est qu'on va collecter des données, des chiffres. Sur la parité, c'est assez facile de les obtenir pour aller identifier des inégalités dans tel domaine. Par exemple, le Festival de Cannes, on va se dire, tiens, bah, depuis sa création, il y a 1800 films réalisés par des hommes qui ont été sélectionnés, et puis il n'y en a que 82 réalisés par des femmes. Comment ça se fait? Et à partir de là, donc c'est comme ça qu'on avait fait la montée des marches en 2018. Et surtout, on a proposé à toutes les sections du Festival de Cannes, qui a ensuite été suivies par près de 180 festivals partout dans le monde, une charte qui invite à plus de transparence. C'est-à-dire qu'on demande aux festivals qui signent notre charte de nous dire qui composent leur comité de sélection. Et le fait d'avoir cette transparence, ben souvent, ça a amené aussi plus de parité parmi les équipes qui sélectionnent les films. On leur demande aussi d'avoir la parité dans leur conseil d'administration. C'est plus ou moins simple. Quand c'est des représentants d'institutions comme le Festival de Cannes, ben, ça va être compliqué d'avoir cette parité, mais ils y travaillent. Et puis, on va leur demander aussi de la transparence sur les films qui ont été proposés. Combien de films ont été proposés par des femmes versus combien de films ont été sélectionnés et qui sont réalisés par des femmes. Et en fait, c'est grâce à ces statistiques, on n'accuse personne. C'est grâce à cette manière de travailler, je dirais qu'on arrive à rassembler et faire en sorte qu'on puisse construire l'industrie de demain qui sera plus égalitaire. Mais en tout cas, il y a du travail dans chaque corps de métier. On a parlé des comédiennes, on a parlé du tunnel, on a parlé des scénaristes, des réalisatrices, mais il y a aussi beaucoup de métiers où les femmes sont sous-représentées. Le journalisme, oui, et puis dans les métiers techniques aussi. Oui, chef opératrice, ingénieur du son, compositrice. C'est ça parce que les jeunes filles, les femmes n'ont pas accès à cette formation. Ben ça fait partie c'est un ensemble, je dirais que c'est un ensemble de problèmes auxquels il faut s'attaquer. Effectivement, créer des vocations auprès des jeunes, faire en sorte que les femmes qui sont déjà formées et professionnelles puissent travailler, parce qu'il y a ce souci de la densité des carrières. Je ne sais plus qui l'évoquait, je crois que c'était Véronique. Marie-Noël. Ah, Marie-Noël. Donc voilà, faire en sorte que les femmes puissent travailler et puissent comment dire, être bien valorisées sur le marché de l'emploi. Et par exemple, on parlait du collectif 50-50, on a lancé la Bible 50-50, et le but, c'est de mettre en avant des professionnels qui sont susceptibles d'être discriminés dans l'accès à l'emploi, et en face, de proposer à des recruteurs qui ont envie de changer leurs habitudes, parce qu'il est aussi question des habitudes. Hein. Souvent, on crée des familles professionnelles et puis on va toujours appeler les mêmes, et c'est facile. Donc nous, avec cet outil, on propose à des recruteurs, donc soit des directeurs de production ou d'autres chefs de poste, de pouvoir aller à la rencontre de professionnels qu'ils ne connaissent pas dans le but de les embaucher. Moi, je trouve aussi que ce qui fait votre force à 50-50, c'est aussi le fait que vous avez
vous avez su travailler avec des réseaux très ouverts. C'est-à-dire, moi, en tant que journaliste, je continue à recevoir votre newsletter 50-50 et je sais que vous n'êtes pas resté collé à votre petit monde, quoi. Et ça, c'est très important parce que souvent, le monde du cinéma fonctionne un petit peu en club fermé. Et ce que vous avez su faire, c'est ouvrir ce métier, ouvrir ces problèmes et ouvrir justement les statistiques et les faire connaître. Donc, à la limite, vous êtes relayé et ça, c'est très, très, très important. Vous n'êtes pas vraiment dans un petit monde. C'est ça que je trouve très important pour ce collectif. Enfin, ouais. Merci beaucoup. C'est- Et ça se ressent, en tout cas, ça se ressent même dans l'équipe qui compose le conseil d'administration. On vient d'horizons très différents. Bien sûr, ça se sent, je trouve. C'est pas, il y a pas ce côté fermé et qui est parfois très communautariste, qui échange. Voilà. Voilà, donc ce serait bien de mettre en place un think tank associé au collectif 50-50 qui a déjà une newsletter, un think tank, un observatoire de la diversité, de la discrimination et pouvoir aussi pointer du doigt les festivals, les cinémas, enfin tout ce monde-là pour leur dire il faut absolument… Les marchés jouent un rôle important. Oui. Les marchés comme le Sonisag, par exemple, jouent un rôle très important. Les Green Awards, enfin les petits aussi. Qu'ils soient obligés d'inclure les femmes, la diversité. Voilà. Et Marie-Noël, toi, justement, au sein je crois que tu fais partie d'une association aussi concernant les femmes pour qu'elles puissent avoir des rôles c'est une association dans laquelle tu milites, je crois, non? En effet, j'évoquais cette association qui regroupe uniquement des acteurs et des actrices qui ont décidé il y a 7 ans maintenant de créer donc, ce groupe qui s'appelle les actrices et les acteurs de France Associés, où il y a donc plusieurs commissions qui travaillent sur la diversité, sur la parité 50-50. On peut enregistrer. Comment? Non. Non, j'avais un bruit autour de moi, je demandais à la personne. Oui, je disais qu'en effet, cette association travaille sur des thématiques et la manière de pouvoir permettre aux acteurs de se prendre en main et de faire bouger les choses, puisque on sait bien que ce sont des métiers où on est dans sa bulle, on est individualiste, on fonctionne un peu comme ça sur sa propre personne. C'est quand même très particulier aux acteurs et aux actrices qui sont soumis au désir des autres. Donc, cette association travaille encore une fois sur comment aborder les castings, comment rencontrer les réalisateurs étrangers. Et dans ces thématiques, il y a une piste de réflexion qui existe depuis 5 ans, qui s'appelle le tunnel des 50, où il y a quelques hommes, mais quand même une grosse majorité de femmes, on est une quarantaine, et on travaille. Alors moi, j'ai rejoint ce collectif il y a un petit peu plus d'1 an, à la faveur d'une rencontre, un casting. J'ai croisé la personne qui a créé, qui a impulsé cette réflexion qui s'appelle Marina Tomé, et on a accroché et je me suis retrouvée bombardée donc, dans cette commission, et je me suis rendu compte que ces femmes travaillent depuis 5 ans à faire bouger les lignes. Alors, il y a toutes sortes de pistes de réflexion qu'on a évoquées ce soir, qui est quand même aussi l'écriture, d'abord, en effet, parce qu'on ne voit pas les personnages parce qu'ils n'existent pas à l'écrit, dans les fictions, dans les idées, la plupart du temps. On s'est rendu compte aussi que les jeunes scénaristes, jeunes réalisatrices, elles n'ont pas forcément envie de parler de nanas qui ont 50, 60 ans, ça ne les intéresse pas beaucoup plus que ça. Elles sont comme ça dans une espèce de sphère dans lesquelles, des travers dans lesquels on tombe toutes à un moment donné. De penser que la jeunesse, ça va durer toujours. Or, le temps, ça passe vite, ça passe. Et finalement, on est comme ça dans une espèce d'avidité immédiate de jeunesse. Mais la vie, ça dure et on est bien conscientes toutes
tu ne tarderas pas un jour à le comprendre, Laurence. Je salue ta détermination et la façon déjà dont tu te mobilises. Mais ça prend quelquefois du temps de se mobiliser, de comprendre ce qu'on veut, de comprendre qui on est, et en effet de revenir à ce qu'évoque Véronique depuis le début de nos échanges, c'est que c'est la fédération et le rassemblement qui permet d'avancer. Donc je retombe sur mes pieds pour dire que ces femmes un jour, donc ce fameux collectif du tunnel des 50, il y en a une qui a dit, mais moi quand je vais au cinéma, je compte toujours le nombre de femmes à partir de 50 ans que je vois à l'écran. Alors, Marina a dit, on va compter tous les films. On va prendre tous les films qui sortent en France. Donc, ce travail, il existe depuis 2016. Alors, on a les chiffres sur 2016, 2017, 2018, 2019. On compte. Et c'est comme ça que les chiffres, clairement, les barèmes, le pourcentage de rôles, le nombre d'hommes qu'il y a, à partir de quel âge, les rôles secondaires, est-ce que les femmes de 50 ans ont une existence propre. C'est souvent la maman de machin, la grand-mère de truc, alors qu'il y a des femmes de 50 ans qui sont des chefs d'entreprise. Oui, mais bien sûr. Donc voilà, donc ce travail, il avance. Donc on s'est beaucoup battu pour avoir justement les chiffres du CNC qu'ils ne voulaient pas donner, parce que les sondages et les données existent. Et là, enfin, on les a. Et là, je dirais, la finalité, à un moment donné, c'est de pouvoir saisir le CSA. Parce qu'en effet, plus de la moitié d'une population qui n'est pas représentée à la télévision, par exemple, et qui paye une redevance pour voir des histoires où elle ne se retrouve pas, il n'y a pas de raison que ça continue. Donc, il y a quand même la dynamique politique, c'est toujours quand même sous-jacent. Hein. Le service public a encore son rôle à jouer, quoi. Le service public doit jouer son rôle si on l'interpelle. Parce que sinon, ça peut rouler comme ça. Enfin, voilà, on voit les émissions qui sont proposées aujourd'hui, qui sont absolument navrantes. À partir du moment où il y a de l'audimat, des parts de marché, on va par là. Mais s'il n'y a pas une volonté politique réelle au niveau des chaînes... Mais combien de débats est-ce qu'on fait? Combien de rencontres, je veux dire, combien de conférences, combien de... Voilà, je veux dire... Et ce n'est pas pour autant, en fait, que les choses changent, que les choses bougent vraiment. Quand je dis vraiment, c'est vraiment dans le sens où on a l'impression que les choses vont, ça avance certes, les technologies ont évolué, mais on avance quand même à pas de tortue, quoi. Je veux dire, c'est pas franc comme non, mais même c'est très bien ce que vous avez fait, Laurence, pour la montée des marches, etc. Mais qu'est-ce qui a réellement changé? Notamment, on voit certaines qui sont effectivement bien exposées, mais c'est le lot de, voilà, je veux dire, bon, tout le monde ne peut pas réussir, mais je trouve que il n'y a pas un truc franc qui fait que ça bouge et ça bouge pour de bon. C'est vraiment qu'on goûte, quoi. Non, mais c'est parce qu'il y a une urgence maintenant et que les gens sont plus pressés aujourd'hui. Parce que si tu regardes les archives, si tu regardes une émission de Pivot ou si tu regardes de l'archive qui a 20 ans, tu t'aperçois à quel point les choses ont bougé. Sauf qu'on ne le mesure pas. Et on ne le voit pas. Enfin, il faut quand même penser que les femmes en 68 découvrent seulement l'avortement et c'est quand même pas si vieux que ça. Donc, il faut aussi prendre ce temps par rapport à la manière dont la société a évolué. C'est vrai que les femmes ont été assez vite. Et alors là, dans les 2 dernières années, par exemple, on peut dire qu'elles brûlent un peu les étapes grâce à des mouvements très forts comme MeToo, etc., qui font que ça bouge plus. Mais je pense qu'on a de plus en plus d'impatience aussi. Et que c'est vrai que ce sont des faits de société, ça bouge. Mais il ne faut pas désespérer, quoi. Si je dis ça, c'est parce qu'il ne faut pas désespérer. Ça change. Ça change pas. Voilà.
On a l'impression. Alors moi, j'ai envie quand même d'apporter une petite touche d'espoir, puisqu'on parlait d'action, on parlait de concret. Parmi les actions que j'ai citées du collectif 50-50, il y a quand même l'instauration par le CNC du bonus parité, et qui est une incitation financière pour les producteurs de films de long métrage lorsque les équipes, les chefs de poste tendent vers la parité. Donc il y a un barème qui a été créé de 10 points, et quand on a 5 points sur 10, on peut bénéficier du bonus. Ça veut dire que ce n'est pas que le fait qu'il y ait une réalisatrice qui est pris en compte, mais tout un ensemble de postes qui nous amène vers la parité. Et en fait, en 2020, il y a 34% des films agréés par le CNC qui ont pu bénéficier de ce bonus, en sachant que quand en 2017, le collectif parle au CNC de lancer cette initiative et que le CNC fait une projection pour voir combien de films bénéficieraient de l'aide, il n'y a que 15% des films. Donc l'incitation a vraiment fonctionné, et ça permet, je dirais, quand un producteur avec son réalisateur, son directeur de production sont en train de constituer une équipe, bien s'il y a certains postes qui ne sont pas occupés, cette incitation financière va les motiver aussi à faire appel aux compétences d'une femme. Donc ça, on est vraiment dans quelque chose de très pragmatique, de très concret, et qui porte ses résultats. Une touche d'histoire, une touche d'espoir, pardon. Jennifer, est-ce qu'on s'approche de la conclusion? Oui, je pense qu'on n'est pas trop loin de la conclusion. Peut-être, en tout cas, on ne t'entend plus, Véro, Non, mais pour le coup. là, j'écoutais, et c'est vrai, tout à l'heure, tu disais, il y a beaucoup de débats. C'est vrai, tu vois, on dit que les choses changent. On nous dit qu'il faut patienter. Mais pendant que tu patientes, eh ben, tu prends de l'âge, encore plus, voilà. Tu patientes 1 an, tu patientes 2 ans. Moi, je suis partie au Canada, j'y suis restée 8 ans. Je suis partie parce que j'étais comédienne et que j'en pouvais plus. J'en avais ras-le-bol. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu des premiers rôles. J'ai joué dans des comédies musicales. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, on te dit, ben voilà, tu devras toujours faire des auditions. Tu seras la moins payée que tout le monde. Quand j'ai su ça, ça m'a rendue folle de rage. Et je suis partie au Canada parce que j'en avais je dois dire, un petit peu marre de vivre tout ça. J'ai vécu une très, très belle expérience au Canada où les femmes sont des reines. C'est vraiment un pays de femmes, hein. C'est elles qui contrôlent tout pratiquement. D'accord, donc la solution est ailleurs, elle n'est pas en France. En fait, j'aimerais que non, j'aimerais que la solution ne soit pas ailleurs. Après, je suis restée ici, donc il y a 8 ans, après il y a 15 ans. Me voici aujourd'hui, franchement, pour moi, je vois exactement la même chose. Alors bien sûr, on nous donne, c'est un peu le miroir aux alouettes, on nous donne des petits bouts, allez, on va vous faire plaisir, on vous donne une petite miette, puis une autre petite miette, etc. Et puis finalement, on est rassasié pendant quelques jours, et puis après, la faim revient. La faim, au bout d'un moment, on dit, mais comment ça se fait? Je meurs de faim. On me donne des miettes, je ne veux plus des miettes. J'aime ce pays, je l'aime profondément, je suis née, je suis une vraie Parisienne, je suis noire, et je suis parisienne, et je suis française, et je veux qu'on me reconnaisse en tant que française, fille de la République, c'est-à-dire je veux être la personne comme tout le monde, à qui on dit oui, parce que je le mérite, parce que tout d'un coup j'ai proposé quelque chose qui peut être, que tout le monde peut regarder, parce que je suis une artiste, parce que j'ai envie de partager, parce que tout ce que j'ai au fond de moi, j'ai envie de pouvoir le donner, j'ai pas envie de le laisser dans mon cœur et dans ma créativité, j'ai envie que ça soit sorti, j'ai envie que aussi ma fille puisse vivre ça, j'ai envie que ses enfants puissent vivre ça, mais j'ai envie de le vivre tout de suite, je ne veux plus attendre, j'en ai assez d'attendre. Et les jeunes, aujourd'hui, il y en a plein, il y a des petites gamines adorables, super, qui ont des idées formidables. Voilà, alors, je sais pas. Si on avait une baguette magique, c'est chez les belles dames, eh ben, on aurait fait en sorte que tout ça soit réalité. Mais malheureusement, voilà, la baguette magique n'existe pas. Et on peut débattre pendant des heures et des heures. Ça a été très, très intéressant d'avoir vos points de vue à chacune. Peut-être chacune peut avoir un petit mot de conclusion par rapport à nos échanges. Et puis, voilà, j'espère
qu'on a pu passer quand même un moment agréable, même si c'était une première et que c'est pas voilà, toujours évident de trouver ses marques la première fois. Mais voilà, un petit mot de conclusion chacune, et puis voir peut-être d'autres rendez-vous des belles dames sur d'autres sujets, mais en tout cas tout aussi passionnants, parce que vous avez été passionnantes. Mais je vais peut-être commencer. Déjà, oui, merci aux organisatrices pour ce petit moment d'échange. Et puis, moi, ce que je ressens à la fin de cette discussion qui était très riche et très joyeuse, parce que c'est important quand même qu'on puisse mettre du cœur dans ce qu'on fait, c'est que finalement, chacun fait sa part en fait à son niveau, quel que soit l'endroit où on se situe, devant, derrière la caméra. Je pense qu'on a, à la fois dans les œuvres qu'on accompagne, et puis de manière plus, comment dire ça, de manière plus corporatiste dans nos métiers, on a des choses à apporter pour pouvoir faire bouger les lignes. Voilà ce que Et je là, tout retiens. le monde Et est là. Il y a ouais. il y a des actrices, il y a des scénaristes, il y a des productrices. Vous pouvez faire un film dès ce soir. Oui, on se laisse les coordonnées. Et, oui, attends, puisque on a le droit à un petit mot de conclusion, moi, je voudrais dire que ce qui apparaît surtout dans ce débat, d'abord, merci effectivement de l'avoir organisé parce que c'est agréable. Cynthia nous manque énormément sur ce sujet-là, mais en tout cas, on pense très fort à elle. En tout cas, c'est de voir à quel point aussi l'audiovisuel, c'est immense. Je veux dire que on est venu un peu chacune avec nos problématiques, et c'est vrai que l'actrice, c'est pas tellement le problème de la productrice. Et moi, je voudrais dire, étant sans doute la plus vieille de tout le monde, que il reste l'écriture en tout cas, et que il faut encore donner beaucoup de chance aussi à l'écriture, parce que finalement, elle est à la base aussi de beaucoup de merveilles, que ce soit justement dans le cinéma, que ce soit dans la production, voilà. Donc, vieillissons bien aussi, voilà. Même si on n'a plus les caméras autour de nous, on peut encore écrire et faire du bien, voilà, à la cause. Écrivons trouver ensemble. Les moyens pour pouvoir effectivement mettre tout ça en œuvre, parce que voilà, si on en vient à toutes ces inégalités, c'est surtout, je pense, l'inégalité des moyens qui pêche en fait. Ah, oui. Mais ça, on reste en contact, on écrit, on cherche les financements. Eh ben, voilà. Marie-Noël, un petit mot. Déjà un grand merci d'être avec vous ce soir, parce que ça fait du bien de voir de belles personnes pleines d'énergie et encore une fois d'envie et de revendication, parce que la rage et la véhémence sont des moteurs qui permettent de ne pas stagner. Je pense aussi qu'on est à l'ère du numérique, et que ça change aussi beaucoup la donne, et que l'image peut aussi être véhiculée autrement que par le cinéma. Donc, je suis pleine d'espoir, vraiment. Je continue à dire qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un qui est animé d'un désir profond d'exploser à un moment donné. Je le crois profondément. Et voilà, pour ma part, je pense, on peut jouer la comédie jusqu'à la fin de ses jours. Donc, je serai la centenaire la plus sexy de la planète. Sur scène. Voilà, c'est magnifique, de toute façon. Ça va venir très vite, mais voilà, je suis vraiment pleine d'espoir, et je trouve que tout ce qui émerge, en effet, cette espèce de santé de revendication là, qui est spectaculaire depuis 2 ans, elle est très saine, notamment ce qui s'est passé voilà, au César la semaine dernière, tout ce qui tourne autour de Corinne Maziero, enfin voilà, il y a tout à coup des femmes qui s'imposent, qui se montrent. Alors, ça passe par le scandale peut-être pour le moment, mais en tout cas,
personne ne va nous empêcher de faire les choses. Donc, on revoit quand ça vous passe voulez. toujours par le scandale voilà. quand il s'agit de femmes. On veut toujours nous Jennifer, mettre quand même dans des cases. Mais bon, après, Jennifer, on conclut. ce n'est qu'un autre débat. On conclut parce que sinon, on repart pour 1 heure. Je te laisse conclure. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir été là et à très bientôt. À très bientôt. Merci Dominique, merci Marie-Noël, Véronique, Laurence et toutes celles qui auraient dû être là, qui n'ont pas pu être là. On pense très fort à vous. En tout cas, merci pour tous ces échanges très fructueux, qui, j'espère, ont éclairé certains, ceux qui vont nous écouter, qui vont prendre peut-être l'essence de vos propos. Et longue vie à Belle Dame. Longue vie à Belle Dame aussi. Merci. Ça, c'est effectivement ce que l'on souhaite, longue vie. Maintenant, on débute, donc on y va à petits pas. Mais avec Marie-Noël, on a fait un très joli début. C'est un bel élan. Donc, on espère pouvoir grandir et puis pouvoir proposer d'autres choses qui permettent d'avancer, de faire, de mettre en lumière et de faire connaître en fait toutes ces femmes qui ont le mérite de leur parcours. Il y a de beaux portraits qui arrivent. Exactement, il y a de jolis portraits qui arrivent et puis c'est pas fini. On est sur cette série Outre-mer, mais on espère aller au-delà donc de ces femmes d'ici et d'ailleurs et beaucoup d'échanges et de partage. Merci encore à vous toutes. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Et à très bientôt pour d'autres, peut-être, d'autres sujets. Et merci encore pour votre contribution. À bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.